Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction. Je reviens en fait sur une chronique un peu plus vieille qui date de 2 ans environ, puisque je vais vous parler aujourd'hui du Prince marchand de Paul Anderson. Pourquoi je vais vous en parler dans cette vidéo? Eh bien parce que je viens de lire le 3e tome de la Hanse Galactique, intitulé Les coureurs d'étoiles, et que ça me paraissait utile de revenir peut-être sur les 2 tomes précédents. J'avais déjà fait une vidéo pour le tome 2, au comptoir du Cosmos. Revenir sur le tome 1, Le Prince marchand, pourrait faire sens. Donc, Le Prince marchand de Paul Anderson, qui est donc le premier tome de la Hanse Galactique. Il est constitué de 2 textes essentiellement intitulés Margin of Profit et The Man Who Counts en anglais. C'est une édition présentée par Jean-Daniel Breck, c'est traduit de l'anglais États-Unis par Jean-Daniel Breck et Arlette Rosenblum, avec une traduction révisée par Jean-Daniel Breck et Olivier Girard. Le livre comprend, comme les 2 qui lui succèdent, une chronologie de la civilisation technique par Sandra Missel. Ça a été publié aux éditions du Bélial. Alors les textes originaux datent de 1956 et 1958 avec des retouches en 1978, 1983, 2008 et cette édition française 2016. Et ça fait 273 pages. Plusieurs éléments se sont mêlés pour m'inciter à la lecture du Prince marchand, premier tome sur 5 prévus du cycle de la Hanse Galactique de Paul Anderson, publication que je n'espérais plus à vrai dire. Il y avait d'abord et surtout une certaine curiosité remontant à l'époque où je n'avais pas encore lu grand-chose de l'auteur, à peu près rien en fait, ce qui ne m'avait toutefois pas dissuadé de lire Orphée aux étoiles, essai de Jean-Daniel Breck qui lui était consacré. Le traducteur est à n'en pas douter le champion de la cause andersonienne en France et peu ou prou derrière tous les projets le concernant, dont celui-ci bien sûr. Cette lecture n'avait pas manqué, dans le panorama qu'elle dressait de son œuvre, de m'intéresser tout spécialement, de m'intriguer tout spécialement, côté science-fiction, par l'évocation du cycle de la Ligue Polésotechnique, histoire du futur à la Robert Heinlein, Isaac Asimov ou Cornelius Smith, mais ayant pour particularité de mettre en avant des personnages de commerçants, hâbleurs et roublards, et au premier chef Nicolas Van Rijn, le prince marchand du titre. Or, cette dimension m'intriguait, voire me séduisait d'emblée. Sur le plan économique, je ne suis certes pas un apôtre du capitalisme et du libéralisme tristement réduit aux seules affaires, mais en admettant volontiers qu'il est des rares cas où je veux bien croire qu'il peut se montrer fructueux et plus bénéfique que néfaste exceptionnellement. Les récits portant sur une conquête de l'espace passés entre les mains avides du privé du fait du déplorable désistement des États m'ont régulièrement parlé, comme emblématique et séminal, j'imagine, L'homme qui vendit la lune de Robert Heinlein. Et puis, sans doute, la mise en avant de l'économie et du commerce dans ces circonstances débouche presque inévitablement sur une approche soft power, certes pas désagréable au milieu des héros de la galaxie, comme Dominique Flandry peut-être, j'y reviendrai bientôt, et autres militaires bardés de certitudes réalistes, avec beaucoup de guillemets, mais c'est au sens du paradigme en relations internationales. Et sans doute les sources mêmes du cycle doivent-elles être envisagées de la même manière. La Hanse, la véritable Hanse, est une organisation qui m'a toujours fasciné, encore que de manière abstraite, je ne me suis certes pas livré à des recherches approfondies la concernant. C'est un beau sujet historique tout de même que cette institution sans égale dans un monde médiéval livré aux rois et aux nobles, les premiers tentant difficilement de mettre en place l'État quand le second, entendant contrevent des marées, perpétuait le système féodo-seigneurial qui fondait leur autorité, laquelle ne trouvait cependant à s'exprimer qu'à la guerre, un bien vilain métier. Reste le clergé, certes, mais qui obéit en partie à ce modèle, quitte à le retourner, théocratie pontificale contre particularismes locaux façon gallicanisme, etc. La Hanse, c'est encore autre chose, et qui va bien au-delà de la bourgeoisie au sens le plus strict, tout en s'inscrivant bel et bien dans ce moule originel. Souvenir personnel de ma curiosité confinant à la passion pour l'histoire du droit commercial, l'ex Mercatoria et compagnie, là où la matière envisagée en droit positif me donnait de l'urticaire, sans surprise. L'abstraction, le caractère plus ou moins informel de ce dominion de la Baltique étonnent encore, et à vrai dire, il était sans doute inévitable que cela débouche sur une transposition en science-fiction. Et c'est donc Paul Anderson qui s'est acquitté de la tâche. Dans ces conditions, je ne pouvais pas passer à côté du prince marchand. Pourtant, il me faut bien admettre que d'autres éléments me faisaient craindre, sinon le pire, du moins une déception potentielle. Je passerai sans doute sur les idées politiques et économiques de l'auteur, régulièrement aux antipodes des miennes, mais après tout ça ne m'avait pas empêché de lire et apprécier Robert Heinlein et tout particulièrement la nouvelle précitée. Non, ce qui m'effrayait un peu, c'était la forte probabilité que tout ceci soit très pulp et même trop, beaucoup trop pour ma gueule. Les 2 textes composant ce premier tome datent respectivement de 1956 et 1958,
époque où Paul Anderson était à fond dans le genre. En outre, le cycle de la Ligue Polésotechnique s'inscrit dans un cadre d'histoire du futur, baptisé globalement Cycle de la civilisation technique, chronologie par Sandra Mizel en fin de volume, intégrant d'autres œuvres et tout particulièrement le cycle de l'Empire terrien, chronologiquement postérieur mais entamé plus tôt. Or, les quelques récits que j'en avais lus dans Agent de l'Empire terrien m'avaient fortement déplu. Les aventures de Dominique Flandry me faisaient l'effet d'une SF papy, on ne peut plus pulp, mais au point d'en être kitsch et parfois difficilement lisible aujourd'hui, pour moi en tout cas. Aussi n'ai-je pas poursuivi le cycle en question, 3 volumes ont touché la Talente, mais un peu bordélique et par ailleurs non exhaustif, la maison d'édition n'ayant de toute façon pas cherché à poursuivre l'entreprise. Le risque était non négligeable que le prince marchand me fasse le même effet. Mais je m'y suis mis quand même, en ayant en tête un autre cycle de Paul Anderson, celui de la patrouille du temps, par lequel je l'ai découvert. Là encore, les tout premiers récits du cycle sont extrêmement pulp, mais ça passe toujours bien, autrement Sévrard et Dominique Flandry, je n'hésite pas un seul instant. Mais la suite est somme toute fort différente, pouvant se révéler bien plus subtile et ambitieuse. Lisez, relisez le chagrin d'Odin Legault. Tout en conservant les atours pas désagréables d'un divertissement bien fait et toujours enthousiasmant en dépit du passage des années. J'espérais que le cycle de la Hanse Galactique aurait quelque chose de ce schéma, et ce que j'en ai lu ici ou là me semble le confirmer. Aussi d'emblée me suis-je dit que, quel que soit mon sentiment sur ce premier volume, il me faudrait de toute façon jeter un œil à la suite. C'est ce que j'ai fait depuis. Et donc oui, comme on pouvait s'y attendre, c'est très pulp, très très pulp, et probablement un peu trop pour moi. Pas au point de m'en rendre la lecture irritante, comme pour un genre de l'Empire terrien, pas non plus au point de faire l'impasse sur les vrais atouts de ce premier volume, car il y en a. Pas au point enfin de décréter d'ores et déjà que je ne poursuivrai pas l'expérience. Disons simplement que, pris indépendamment, ce premier volume est sympathique, sans plus, et accuse sans doute parfois le poids des ans. Il n'en est pas moins émaillé de bonnes idées qui méritent bien qu'on en discute. Les 2 récits composant ce recueil, une nouvelle et un roman, se déroulent au XXVe siècle. La Terre s'est lancée à l'assaut de la galaxie, la découverte de la propulsion supraluminique, bien sûr, étant un moment déterminant de l'expansion. C'est ainsi que le commando elstérien a pu rencontrer, pacifiquement, bien des races extraterrestres intelligentes, qualifiées collectivement comme étant des sophantes, un terme forgé par l'épouse de l'auteur Karen Anderson, et qui, sauf erreur, englobe tout autant les humains. Oui. Au-delà du seul Commonwealth, il existe cependant d'autres entités interstellaires, et tout particulièrement la Ligue Polésotechnique, conglomérat de marchands galactiques inspirés de la Hanse de la Baltique, donc. Au moment où le cycle débute, ces institutions ont déjà quelques siècles, et on y devine, au milieu de la prospérité et de la puissance affichée, l'amorce d'une inéluctable décadence. Nous n'en sommes toutefois pas encore là. L'époque de ces 2 récits tient plutôt de l'âge d'or, avec son cortège de figures destinées à devenir mythologiques. Parmi elles, et non des moindres, Nicolas van Rijn, directeur de la Compagnie solaire des épices et liqueurs. Il correspond bien au modèle évoqué plus haut, presque un colosse, imposant par sa taille autant que par son embonpoint de bon gros bourgeois. Il s'avère bel et bien hâbleur et roublard, oui, par ailleurs peu ou prou dénué de morale, et obsédé par ses seuls bénéfices, mais de la manière qui sied aux meilleurs entrepreneurs, ne se focalisant pas sur l'immédiateté, mais sachant bien au contraire envisager le tableau dans son ensemble et les retombées probables sur le long terme. C'est ce dont témoigne la première nouvelle de ce recueil, celle où il fait son apparition, Marge bénéficiaire, 1956. La Ligue Polésotechnique, mais tout autant d'autres corporations, dont notamment celle des pilotes, y amaille à partir avec une espèce de sophante découvert assez récemment, foncièrement xénophobe, et faisant preuve d'atavisme politique dans la conception du territoire tout particulièrement, traits qui non seulement l'empêchent d'intégrer la société galactique, mais encore en viennent à nuire aux autres sophantes, qui, sans même chercher à leur nuire en quoi que ce soit, ont néanmoins la mauvaise idée d'emprunter des routes, notamment commerciales, empiétant sur leur souveraineté intraitable. Que faire ? On ne manque pas d'envisager la solution militaire, mais elle risque de se montrer plus nuisible et coûteuse qu'autre chose. Nicolas van Rijn, pleinement impliqué dans l'affaire, va mettre en place un plan autrement astucieux et mouiller la chemise lui-même d'ailleurs. Le gras bonhomme aurait pu se contenter de donner des directives à ses subalternes ainsi qu'aux pilotes, mais non, il se rend sur place, prenant lui-même littéralement les commandes. C'est pourtant ici que l'on constate toute la subtilité et l'astuce du personnage. Et heureusement, j'avouerai que au-delà je l'ai trouvé extrêmement irritant, pas au point où cela devient un atout servant la caractérisation simplement pénible, sa litanie de jurons improbables passe tout particulièrement mal. Ce qui passe surtout par ses capacités à anticiper le long terme, donc son plan mêlant subtilement mathématiques, statistiques et probabilités, psychologie, même extraterrestre, stratégie, voire polémologie,
et sciences politiques permettra de trouver une solution idéale à l'épineux problème, certes coûteuse dans l'immédiat, mais à terme les marges bénéficiaires ne font aucun doute, et il ne s'agit pas seulement pour Van Rijn de le savoir lui-même, mais aussi de le faire comprendre aux autres, et tout particulièrement à ces sophantes primitifs et récalcitrants. Pas tout à fait du soft power au sens fort, néanmoins une approche libérale des problèmes à milieu des archaïsmes réalistes à base d'intérêt national, ce qui est justement l'attitude adoptée par les sophantes problématiques, attitude dès lors condamnée comme inefficace autant qu'absurde. J'ai bien aimé cette nouvelle. Si les répliques de Van Rijn m'ont vite saoulé, j'ai pourtant apprécié les discussions et débats au cœur du récit. La phase aventure m'a moins parlé, et le rôle exact du prince marchand dans l'affaire m'a parfois taquiné la suspension volontaire d'incrédulité, mais cela reste un texte bien vu et qui, sous ses oripeaux pour le moins voyants de récits pulpissimes, exprime des idées assez complexes et intéressantes. Suite à un roman, Un homme qui compte, dont l'approche est assez différente, et où Van Rijn, par ailleurs, s'il est bien un personnage essentiel, bouffe cependant moins l'écran que dans la nouvelle qui précède. Notre prince marchand, un de ses subalternes, et la princesse qu'il fréquente alors, s'écrasent sur la planète méconnue de Diomède, de type terrestre mais 4 fois plus imposante. L'environnement leur est très néfaste. Ils ne peuvent en effet rien consommer de la nourriture indigène, totalement toxique pour eux. Or, leurs vivres ne leur permettront pas de tenir bien longtemps, et probablement pas assez en tout cas pour contacter sinon atteindre le petit comptoir de la Ligue récemment installé sur cette planète, dont ils ne disposent même pas de carte. Van Rijn pourtant va les sortir de là, et d'une manière passablement tordue. Diomède est habité par des espèces d'hommes ailés. Leur civilisation, quelque chose de médiéval, voire plus primitif encore, ils sont bien loin de l'ère industrielle. Mais Van Rijn, d'une certaine manière, va changer la donne en tirant parti du conflit militaire opposant deux de ces espèces, l'une, celle qui trouve les trois humains, étant caractérisée par des traits monarchiques à base militaire, constituant un peuple soudé et soumis, dont la puissance est essentiellement maritime, et dont la sexualité se passe en outre de la saison des amours, tandis que l'autre est essentiellement terrestre et nomade et d'une organisation politique peut-être plus archaïque, mêlant tradition religieuse et éléments démocratiques, dépendant enfin de cycles de reproduction inconnus de leurs adversaires. Ces différences essentielles amènent les deux camps, incapables de comprendre l'autre, à se refuser le statut d'être pensant, semblable et civilisé. Quoi qu'il en soit, la première de ces espèces l'emporte clairement. Mais Van Rijn se débrouille pour que les autres les enlèvent, avec des guillemets. Le prince marchand, plus hâbleur que jamais, passe son temps à socialiser et à inspirer une politique et une stratégie bien déterminées, confiant à Weiss, son subalterne, les tâches exténuantes ayant trait à la technologie et à l'ingénierie. Les nouvelles armes dont bénéficient ainsi les nomades peuvent à terme changer la donne, à condition toutefois d'en faire usage dans un cadre tactique précis, et souvent aux antipodes des traditions chéries de ce peuple superstitieux, formaliste et conservateur. Au bout du compte, pourtant, au-delà du seul retournement de tendance, c'est bien la victoire qui apparaît à l'horizon, une victoire qui, Van Rijn en rajoutant une couche à base de génétique et de théorie de l'évolution, prendra en fait les traits d'un armistice bienveillant avec l'espoir que cette guerre soit la der des der, les deux peuples prenant enfin conscience de leur proximité. Il va de soi que Nicolas Van Rijn a accompli tout ceci qu'en raison de ses intérêts propres, sa survie et celle de ses camarades humains. Lui-même, sous la plume de Poul Anderson, ne cesse de vanter une vertu d'égoïsme aux connotations libertariennes, bien dans l'air du temps, c'est l'année du boom d'Ayn Rand, et Van Rijn, qui passe aux yeux de tous ou presque, et tout particulièrement de Weiss, pour une enflure finie, s'accommode très bien de cette image, il semble même la prendre comme un compliment. Mais la vieille main invisible complète sans doute cette vertu d'égoïsme, dessinant une utopie libérale où les intérêts bien compris de chacun, dès lors qu'ils sont débarrassés des empiètements liberticides d'autorités politiques par essence néfastes, suscitent naturellement le bonheur de tous. Aussi Van Rijn n'est-il peut-être pas aussi unilatéralement égoïste et haïssable que l'on pourrait croire au premier abord, y compris dans ses propres manières d'être et déclarations d'intention. Que croit-il au juste, s'il croit en quelque chose? Et la morale n'y a-t-elle pas finalement sa part? Le personnage est sans doute plus compliqué que cela. Autant d'aspects thématiques intéressants qui tirent le roman vers le haut, même si son atout le plus flagrant est ailleurs dans la construction de monde. Paul Anderson concocte ici un planète-opéra soigné où les implications astronomiques et planétologiques déterminent la faune et la flore, et tout particulièrement l'écologie variable des hommes ailés. L'essentiel étant alors d'expliquer cette variation, ce qui implique toujours, là encore, de dresser un grand tableau où les traits biologiques et génétiques s'expliquent par les traits culturels et sociaux, à moins que ce ne soit eux qui expliquent ces derniers, ou plus probablement les deux dans une inévitable boucle de rétroaction.
Je ne suis pas assez calé en sciences dites dures pour juger de la pertinence de la construction andersonienne, et j'avoue que les implications darwiniennes me dépassent largement, mais en tout cas ça fonctionne. Bilan tri positif donc, c'est à voir. Parce que la dimension pulp de ce roman est sans doute plus affichée encore que dans Marge bénéficiaire, j'appréciais tout particulièrement dans cette première nouvelle les conversations, les débats, la réflexion sur le long terme. Ces aspects reviennent ici, mais il tend tout de même à se contenter d'un roman subalterne. Que la dimension planète opéra soit mise en avant ne me dérange pas le moins du monde. Mais le problème en ce qui me concerne est que l'action et l'aventure plus globalement occupent dès lors le premier rang. La dimension pulp, du coup, se montre plus envahissante, et c'est dommage à mon sens parce que le prétexte militaire du roman est finalement très banal. Son seul véritable intérêt est sans doute de poursuivre, encore que de manière un brin paradoxale, le questionnement du soft power et des paradigmes réalistes et libérales. Peut-être faut-il par ailleurs y associer une problématique concernant l'interventionnisme militaire, sans doute même, mais ces considérations sont à mon sens un peu trop noyées sous la frénésie somnifère des batailles. Il y a enfin un autre souci, assez indigeste, à l'exception de Van Ryn, plus insupportable que jamais. Les autres personnages sont au mieux en carton, bien plus souvent encore en papier mâché. Ces deux comparses humains sont particulièrement ternes et creux, et c'est dommage parce qu'on sent à plusieurs reprises qu'ils mériteraient bien d'être creusés davantage. Ça ne facilite pas exactement les choses. Alors, disons bilan mitigé. Les amateurs de SF très pulp y trouveront probablement leur compte, hein. D'autant que dans ce registre, Le Prince Marchand est sans doute bien au-dessus du lot. Les autres lecteurs pourront cependant y jeter un œil, il y a bien des choses intéressantes dans tout cela, pas au point cependant d'en faire une lecture indispensable. En fait, je tends à croire peut-être naïvement que la suite du cycle sera déterminante et permettra éventuellement de revenir sur les qualités propres à ce tome inaugural. Ça, c'était ce que j'écrivais à l'époque de cette première chronique. Depuis, j'ai lu les deux tomes suivants, qui me paraissent en gros confirmer ce que j'évoquais ici, donc pour Le Prince Marchand. J'y reviendrai dans les chroniques dédiées au comptoir du cosmos et au coureur d'étoiles.